En mer Rouge, le Yémen mène des opérations extrêmement réussies. Ils ont déclaré avoir mené 45 opérations en seulement quelques jours, coulant 2 navires. Je vais simplement passer en fond sonore l'une d'elles, l'Eternity C, un navire appartenant à des Grecs qui faisait du commerce en direction du port d'Eilat, que le Yémen a bloqué. Donc Ben, je voulais avoir ton avis et ton analyse sur ce qui se passe. Francesca Albanese, des sanctions contre elle. Il y a aussi ce qui se passe avec Ansar Allah, et bien sûr, la guerre de 12 jours et ses conséquences, qui ont vu Israël non seulement intensifier ses frappes sur Gaza et le Liban, mais aussi subir des coups assez importants de la part de la résistance. Oui, eh bien, il y a une variété de choses. Je veux dire, c'est tellement fou. Chaque jour, il y a un nouveau développement. Et fondamentalement, c'est une intensification de ce qui est un génocide. Par exemple, nous avons vu que ce rapport a été publié par Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Palestine. Elle a détaillé comment des entreprises américaines ont tiré profit de l'occupation illégale du territoire palestinien et du génocide à Gaza. En réponse à cela, le gouvernement américain a imposé des sanctions à cette experte des droits de l'homme de l'ONU, ce qui est, je veux dire, une violation flagrante de toutes les lois internationales, de toutes les normes internationales. Et en même temps que cela se produit, il y a maintenant des rapports selon lesquels Israël aurait un plan pour créer des camps de concentration. On pourrait penser qu'ils prendraient leur distance avec le terme concentration. Mais si vous lisez les rapports dans les médias israéliens, ils utilisent le terme concentration. C'est le terme qu'ils emploient pour désigner leur stratégie de regrouper les Palestiniens de Gaza dans ces petites enclaves, également appelées encore une fois camps de concentration. Et puis, selon ces rapports dans les médias israéliens, Israël tuerait tous les Palestiniens qui ne se trouvent pas dans les camps de concentration. C'est à vrai dire un génocide dans les règles. Tout y correspond. Et la réponse du gouvernement américain est de sanctionner les personnes qui s'opposent à ce génocide, de faire la guerre à ceux qui s'y opposent, puis de fournir davantage d'armes et de soutien à ceux qui le perpètrent. Ainsi, bien sûr, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient tout juste de se rendre à Washington. Il a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche alors que tout cela se déroule. Et Netanyahou, pour se rendre aux États-Unis, a survolé l'espace aérien de plusieurs pays européens qui sont partis au CPI, la Cour pénale internationale. Et il existe un mandat d'arrêt en cours contre Netanyahou pour des crimes contre l'humanité qu'il a commis à Gaza. Nous voyons donc que l'Occident a révélé son vrai visage. Il ne se soucie pas du droit international. Il ne se soucie pas des droits de l'homme. Il commet un génocide. Tous ces pays européens soutiennent également cela. Et pendant ce temps, la réponse des États-Unis est de sanctionner des experts des droits de l'homme de l'ONU et de faire la guerre au Yémen, qui est l'un des seuls pays au monde à réellement agir pour tenter d'arrêter ce génocide. Bien sûr, l'Iran était l'autre grand pays à soutenir les Palestiniens et à s'opposer à ce génocide. Et nous avons vu qu'en juin, les États-Unis et Israël ont mené une guerre contre l'Iran. Et ce n'est pas fini. Maintenant, on appelle cela la guerre des 12 jours. Je ne pense pas que ce soit terminé. Si vous parlez à n'importe qui en Iran, tous disent qu'ils s'attendent à ce que la guerre continue. N'oublions pas qu'en janvier, Trump a négocié un soi-disant cessez-le-feu, entre guillemets, à Gaza. Et en réalité, ce n'était pas un cessez-le-feu. C'était une pause de 2 mois, pendant laquelle les États-Unis ont réarmé et réapprovisionné Israël afin qu'il puisse poursuivre le génocide, ce qu'il a fait en mars. Donc, c'était une pause de 2 mois. Et lorsque Israël a repris le génocide en mars, Trump lui a donné le feu vert pour le faire. Je pense donc qu'il est très probable que la guerre contre l'Iran reprenne à un moment donné. Peut-être pas dans une semaine ou un mois,
Cela pourrait être dans un an, mais ce n'est pas la fin. C'est peut-être la fin du commencement, mais ce n'est certainement pas la fin. Et encore une fois, la réponse du gouvernement américain est de faire la guerre à tous les pays qui essayent d'arrêter ce génocide, donc l'Iran et aussi le Yémen. Lorsque vous lisez les rapports des médias occidentaux sur ces attaques menées par le Yémen contre des navires liés à Israël, ils disent que c'est parce que ce groupe, Ansar Allah, les soi-disant Houthis au Yémen, est fou. Ils n'expliquent jamais la justification, la raison explicitement énoncée de ces attaques. Le gouvernement yéménite, le gouvernement de facto dans la majorité du Yémen, dans le nord du Yémen, dirigé par Ansar Allah, a clairement indiqué qu'il mettra fin à ces attaques lorsque le génocide à Gaza cessera. Ceci est une intervention humanitaire. C'est la responsabilité de protéger que le gouvernement américain a invoquée à de nombreuses reprises pour justifier des interventions en Libye, en Syrie et dans de nombreux autres pays. Eh bien, aujourd'hui, le Yémen mène une intervention humanitaire, essayant d'arrêter un génocide. Et à chaque fois qu'ils interviennent, les États-Unis bombardent le Yémen, menacent le Yémen. Donc, une fois de plus, nous parlons d'un régime totalement hors la loi aux États-Unis en Occident, de manière générale. Et tout ce qu'ils font est en violation flagrante du droit international. Et pourtant, ils parlent de démocratie et de droits de l'homme. C'est une farce totale. Il y a en ce moment un massacre actif, un véritable génocide qui se déroule à Gaza. Pourtant, il y a des gens dans cette région qui ne renoncent pas. Au Yémen, comme je l'ai dit, ils ont coulé non pas un, mais 2 navires, le Magic Seas et ensuite l'Eternity Sea. Les 2 ont été coulés. Avec l'Eternity Sea, il y a même eu des victimes. C'est une démonstration incroyable de parvenir à bloquer littéralement la mer Rouge encore aujourd'hui. Et puis bien sûr, même à Gaza, l'armée israélienne a subi certains des plus gros revers. Tout cela s'est produit juste après la soi-disant cessation des hostilités qui a eu lieu lors de ce qu'on appelle la guerre Israël-Iran, la guerre de 12 jours. Alors que la guerre et le génocide semblent sans fin, il n'y a pas non plus de soumission. Je pense que l'Iran l'a montré. Je pense que le Yémen le montre. Je pense même qu'en Palestine, où la situation est la pire, cela se manifeste aussi. Oui, eh bien, la capacité de l'armée yéménite est assez limitée. Encore une fois, quand on lit les médias occidentaux, ils parlent des soi-disant Houthis, officiellement connus sous le nom d'Ansar Allah, comme d'un petit groupe armé non étatique. Mais il y a eu une révolution au Yémen en septembre 2014, appelée la révolution du 21 septembre, menée par ce groupe, Ansar Allah, qui a renversé une dictature soutenue par les États-Unis. Une dictature marionnette de l'Occident. Ils ont fait une révolution, et de nombreuses autres forces politiques ont rejoint Ansar Allah. Ce ne sont pas seulement les soi-disant Houthis qui gouvernent la partie nord du Yémen. Ils ont créé une sorte de gouvernement de coalition avec d'autres forces politiques, et des éléments de l'armée yéménite les ont rejoints. Donc ils ont une armée. Ce n'est pas juste un petit groupe non étatique. Cela dit, l'armée yéménite n'est pas très avancée. Elle ne possède pas la technologie la plus avancée. Elle ne dispose pas de missiles hypersoniques. L'Iran possède une armée assez avancée. Elle n'est pas au même niveau que la Russie et la Chine, qui comptent parmi les armées les plus avancées du monde. Mais l'armée iranienne est certainement plus avancée que toute autre armée ayant combattu contre Israël. Vous savez, Israël a l'habitude d'intimider à petite échelle de petits groupes armés non étatiques ou des civils non armés en Palestine et à Gaza. Israël a l'habitude de massacrer des enfants et des femmes à Gaza et peut-être de combattre les brigades Al-Qassam, qui sont un petit groupe armé non étatique, c'est un groupe de guérilla, ou peut-être le Hezbollah, qui est un groupe de guérilla très avancé, mais qui n'est pas l'État libanais, dans la mesure où il existe même un État libanais.
L'armée libanaise est également assez faible. L'Iran, parmi toutes ses forces différentes, possède sans aucun doute l'armée la plus avancée, et il dispose de missiles hypersoniques. Et l'Iran a montré qu'il pouvait frapper Israël. Il a frappé Israël à plusieurs reprises. Il a réussi à contourner les systèmes de défense aérienne israéliens, qui comportent plusieurs couches. On entend parler du dôme de fer. Et maintenant, il y a cette grande arnaque aux États-Unis, cette opération de marketing menée par Lockheed Martin et d'autres entreprises du complexe militaro-industriel pour vendre l'idée du dôme d'or, qui n'est, comme je l'ai dit, qu'une arnaque marketing. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de dôme d'or. Les États-Unis ont un dôme d'or. Il s'appelle l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Je veux dire, qui va? C'est absurde. C'est tellement ridicule. Qui va faire la guerre aux États-Unis? Le Canada? Je veux dire, Trump menace d'annexer le Canada. C'est absurde. Il y a donc ce projet marketing du dôme d'or dans lequel Trump va maintenant investir des centaines de milliards de dollars qui vont aller à des entreprises de l'industrie militaire, peut-être même aux sociétés d'Elon Musk. En tout cas, il était prévu que cela aille à SpaceX. Mais bien sûr, Trump et Musk se sont brouillés. On verra bien. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'on entend beaucoup parler du dôme de fer en Israël. Mais il existe aussi d'autres couches de systèmes de défense aérienne, comme la fronde de David et tout cela. Et l'Iran a réussi à tout contourner. Tout cet équipement dont on a tant entendu parler à travers la propagande des entreprises d'armement américaines, affirmant qu'elles possèdent la technologie la plus avancée, Iran a réussi à le déjouer. D'ailleurs, lors de la plupart des contre-attaques menées par l'Iran en légitime défense contre Israël, il n'a pas utilisé ses missiles les plus avancés. Parce que l'Iran savait que cette guerre pouvait potentiellement s'aggraver, il ne voulait pas utiliser immédiatement tous ses missiles hypersoniques et ses technologies les plus sophistiquées. Il a préféré en garder une grande partie en réserve et utiliser certains de ses missiles plus anciens, ce qu'il a effectivement fait. Je pense donc que c'est une autre raison pour laquelle la guerre a été, du moins temporairement, interrompue après seulement 12 jours. Et les États-Unis ont réapprovisionné Israël en vue de potentiellement relancer la guerre. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que le Yémen et l'Iran ont démontré que ces guerres, lorsqu'elles se prolongent, peuvent devenir très coûteuses pour les forces soutenues par les États-Unis et Israël, car ils dépensent des dizaines de millions de dollars chaque jour, non seulement pour tous les missiles, mais aussi pour tous les intercepteurs. On entend toute cette propagande à propos de fronde de David, du dôme de fer et tout cela. Eh bien, chaque fois qu'ils interceptent certains de ces vieux missiles iraniens bon marché, cela coûte des millions de dollars chaque jour, rien que pour tous ces intercepteurs qu'ils utilisent. Et ils n'en ont pas une réserve infinie. Alors maintenant, après 12 jours, les États-Unis ont ravitaillé Israël, potentiellement en préparation d'une nouvelle phase de cette guerre. Et l'Iran, pour la première fois, a montré qu'Israël n'était pas impénétrable. Lorsque Israël se bat contre un petit groupe de guérillas à Gaza, qui dispose de missiles très primitifs, des missiles qu'ils fabriquent chez eux, qui ne sont pas très avancés. D'accord, peut-être que les systèmes de défense aérienne israéliens peuvent intercepter ces missiles très rudimentaires. Mais lorsqu'ils affrontent une armée avancée comme celle de l'Iran, l'Iran a réussi à infliger un coup dur à Israël. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Il y a même une vidéo de Trump dans laquelle il dit « Waouh, Israël a vraiment été durement touché ». Trump lui-même l'a admis. Et si Trump l'a dit, c'est parce qu'il reçoit des informations des agences de renseignement américaines affirmant que oui, Israël a été très durement touché. Maintenant, Israël prétend être une grande démocratie, ce qui est évidemment absurde. C'est un État ethnique d'apartheid. Et même à l'intérieur des frontières de 1948,
dans la mesure où il y a des frontières. Israël est le seul pays au monde qui n'a pas réellement de frontières. Mais dans la mesure où il en a, entre guillemets, ce n'est toujours pas une démocratie, évidemment. Netanyahou a d'ailleurs déclaré que les soi-disant citoyens arabes d'Israël ne sont pas de vrais citoyens, parce qu'ils ne sont pas juifs, ils sont arabes. Donc, je veux dire, ce n'est pas une démocratie. Mais cela mis à part, Israël affirme constamment qu'il dispose d'une presse libre, contrairement aux soi-disant régimes autoritaires autour d'Israël. En réalité, Israël est l'un des régimes les plus autoritaires qui soient. Mais bref, tout cela étant dit, en réalité, chaque fois qu'il y a une guerre comme celle-ci, n'importe quel type de conflit armé, Israël a un censeur militaire qui contrôle toutes les informations diffusées au public. Et surtout, lorsque l'Iran a riposté en légitime défense et a frappé des cibles militaires israéliennes ainsi que le siège du Mossad. D'ailleurs, beaucoup de ces cibles militaires de l'IDF, de l'IOF, sont situées en plein cœur de Tel Aviv, en centre-ville, sous des cibles civiles. Donc, objectivement, Israël utilise son propre peuple comme bouclier humain. Quoi qu'il en soit, le fait est que la censure militaire israélienne n'a pas permis au public d'accéder à de nombreuses informations concernant les attaques iraniennes. Et bien sûr, le discours de propagande affirmait que l'Iran ne causait aucun dégât, qu'Israël était totalement en sécurité. C'est absurde. Nous avons vu des vidéos sur les réseaux sociaux, du moins au début, dans lesquelles l'Iran frappait durement Israël. Puis la soi-disant démocratie israélienne a annoncé que tout Israélien publiant des vidéos de ces attaques sur les réseaux sociaux pourrait être emprisonné. Voilà donc la soi-disant presse libre dans la grande Israël soi-disant démocratique. C'est manifestement absurde. Ce que je veux dire ici, c'est que l'Iran a vraiment mis Israël en difficulté. Et oui, ils pourraient relancer cette guerre, mais désormais, ils sont bien plus réalistes dans leurs attentes. Ils pensaient, vous savez, voilà ce qui arrive quand on croit à sa propre propagande. Le régime israélien pensait que l'Iran s'effondrerait du jour au lendemain, que ce n'était qu'un tigre de papier. Ils ont cru à leur propre propagande. Ils se sont laissés bercer d'illusions, pensant que le peuple iranien se soulèverait et renverserait la République islamique. Prétendument, tout le monde la déteste. Non. En réalité, la guerre d'agression israélienne et la guerre d'agression américaine contre l'Iran ont en fait renforcé le soutien au gouvernement iranien. Car désormais, le peuple iranien voit que depuis de nombreuses années, le gouvernement iranien affirme que les États-Unis et Israël veulent faire la guerre à l'Iran, renverser le gouvernement iranien, tuer des civils iraniens. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et oui, les critiques du gouvernement iranien disaient depuis de nombreuses années « Oh, ce n'est que de la propagande, ce n'est pas vrai ». Eh bien maintenant, ils voient que c'est vrai. C'est indéniable. Et comme c'est souvent le cas, lorsqu'un pays est attaqué, lorsqu'un peuple est attaqué dans une guerre d'agression, comme ce fut le cas pour l'Iran, les gens se rassemblent derrière le drapeau et soutiennent le gouvernement. Donc je pense vraiment que même si, oui, Israël a réussi à tuer certains hauts responsables iraniens, l'Iran s'est toujours préparé à cela. L'Iran a immédiatement remplacé la direction militaire. Et je pense qu'en réalité, l'Iran est dans une meilleure position aujourd'hui qu'il ne l'était même avant le début de cette guerre. Et si, ou quand, les États-Unis et Israël relancent la guerre, je pense que l'Iran sera bien mieux préparé. Ces deux vecteurs, les grands médias occidentaux, les sionistes sur les réseaux sociaux, appellent les États-Unis, appellent Donald Trump à s'impliquer. Mais que se passe-t-il? Pourquoi Donald Trump ne bombarde-t-il pas le Yémen? Israël mène quelques opérations limitées au Yémen, mais ils veulent que les États-Unis y retournent. Et il n'y a absolument aucun signe que cela va arriver. Même si la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, c'était symbolique, la frappe menée par l'Iran juste avant la cessation des hostilités. Eh bien,
L'Associated Press a confirmé qu'un dôme de communication américain de 15 millions de dollars sur cette base a été détruit, et ils ont même publié des images satellites où l'on peut voir l'ampleur de l'impact des frappes. Les États-Unis ne semblent pas vraiment avoir l'appétit de retourner au Yémen. Et je pense que cela montre qu'il y a de sérieuses limites auxquelles les États-Unis sont confrontés. Oui, encore une fois, nous avons vu beaucoup de propagande à ce sujet. Et les médias occidentaux disaient « Oh, l'Iran a frappé cette base militaire américaine. Ce n'est pas significatif. Personne n'est mort. » Je veux dire, c'était profondément symbolique. Très, très symbolique. Les gens demandent « Qu'est-ce qu'Al-Udeid, cette base au Qatar ?» C'est la plus grande base militaire américaine de la région, en Asie occidentale. Et c'est le quartier général avancé du CENTCOM, le commandement central des forces américaines, qui supervise toutes ces guerres d'agression menées par les États-Unis en Asie occidentale, contre l'Irak, la Syrie, mais aussi contre la Libye et en Afrique du Nord. Donc, c'est très symbolique. Et le fait que l'Iran ait détruit cet équipement important, oui, il est vrai que l'Iran avait prévenu pour que les États-Unis puissent évacuer les soldats afin de ne pas tuer de soldats américains, parce qu'ils ne voulaient pas que la guerre s'intensifie davantage. Parce que l'Iran ne veut pas faire la guerre. L'Iran agissait en légitime défense, et l'Iran a toujours fait preuve d'une grande patience et retenue. Ce sont les États-Unis et Israël qui sont les agresseurs, qui déclenchent toujours ces guerres, et leur appareil de propagande, ainsi que la soi-disant presse libre occidentale, qui n'est ni libre, ni même un véritable média, n'a pas pour mission d'informer les gens, mais de fabriquer le consentement pour des guerres d'agression. Et on nous dit toujours que l'Iran serait soi-disant un régime maléfique, mais en réalité, on voit que c'est l'Iran qui s'oppose au génocide. C'est l'Iran qui essaie de désamorcer les tensions, qui pousse à la diplomatie. Et ce sont les États-Unis et Israël qui soutiennent le génocide, colonisent des territoires, volent des terres, pratiquent le nettoyage ethnique et mènent des guerres d'agression. Et je tiens à souligner que lorsque l'Iran a été attaqué en juin, il menait des démarches diplomatiques avec les États-Unis. L'Iran avait participé à plusieurs séries de pourparlers de paix avec les États-Unis, avec l'administration Trump, car lors du premier mandat de Trump, il s'était unilatéralement retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, le plan d'action global commun, le JCPOA. Il l'a déchiré et a réimposé des sanctions à l'Iran en violation du droit international, une violation flagrante d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU que les États-Unis avaient soutenue sous l'administration Obama. C'était lors du premier mandat. Biden est arrivé, et bien sûr, il a affirmé qu'il allait soi-disant annuler les politiques de Trump. C'était un hypocrite complet et un menteur. Et Biden a poursuivi toutes les politiques de Trump, en particulier en Asie de l'Ouest. Il n'a pas négocié de nouvel accord avec l'Iran. Puis Trump est arrivé lors de son second mandat et a déclaré « Oui, je vais négocier un nouvel accord nucléaire avec l'Iran ». Il a mené 5 séries de négociations et il utilisait cela comme couverture diplomatique pendant que les États-Unis et Israël prévoyaient de lancer ces attaques secrètes contre l'Iran, prétendument pour détruire les installations nucléaires iraniennes. Trump a affirmé qu'il avait détruit les 3 sites nucléaires iraniens les plus avancés. Bien sûr, il s'agit probablement aussi de propagande. De nombreux travaux de journalisme d'investigation sérieux ont montré que Trump avait exagéré l'impact de ces frappes américaines. Et Trump a déclaré que les États-Unis et Israël avaient fait reculer l'Iran de plusieurs années dans le développement potentiel de sa technologie nucléaire. En réalité, il s'agit probablement de quelques mois, voire de quelques semaines. Auparavant, l'Iran ne poursuivait pas d'armes nucléaires. Cela avait été réaffirmé à de nombreuses reprises par des experts internationaux, y compris l'AIA, que l'on voit aujourd'hui comme un instrument des États-Unis et d'Israël.
L'AIEA a été utilisée pour espionner l'Iran et pour mener ses attaques surprises contre l'Iran par les États-Unis et Israël, ce qui explique pourquoi l'Iran s'est retiré de l'AIEA. Et il est désormais probable que l'Iran cherche à se doter d'armes nucléaires, car il a tiré une leçon très claire. Il avait engagé une diplomatie de bonne foi. L'Iran a signé un accord nucléaire avec les États-Unis sous Obama. Trump l'a déchiré. L'Iran a engagé ce qu'il pensait être des négociations de paix de bonne foi avec la seconde administration Trump. Trump a violé ces accords. Il a mené une guerre contre l'Iran. Il a bombardé des sites nucléaires iraniens. Donc, la conclusion logique en Iran est que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. Comme le dit le président Poutine de Russie, les États-Unis sont incapables de conclure un accord. Ils sont incapables de conclure un accord et de s'y tenir. Pourquoi un pays raisonnable et rationnel signerait-il un accord avec les États-Unis en sachant qu'il pourrait être déchiré dans un an ou deux? Donc l'Iran va probablement chercher à se doter d'armes nucléaires maintenant. Elle a tiré la même leçon que la Corée du Nord, la RPDC, après qu'en 2002, l'administration de George W. Bush a annoncé son intention de faire la guerre à l'Irak et que Bush a prononcé son célèbre discours sur l'axe du mal. Et quels étaient les trois pays de l'axe du mal? L'Irak, l'Iran et la RPDC. La RPDC en a donc logiquement conclu que les États-Unis se préparaient à faire la guerre à l'Irak. L'Irak ne possède pas d'armes nucléaires. Nous devrions obtenir des armes nucléaires, car alors les États-Unis ne pourraient pas nous faire la guerre. Un an plus tard, en 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak lors d'une guerre d'agression, tuant 1 million d'Irakiens et détruisant le pays. En plus du million d'Irakiens tués, des millions d'autres ont été déplacés et sont devenus des réfugiés. Le pays ne s'en est jamais remis. Donc la RPDC a obtenu des armes nucléaires. Les États-Unis n'ont jamais pu faire la guerre à la RPDC. La conclusion logique à laquelle l'Iran est parvenu, c'est qu'il va probablement chercher à se doter d'armes nucléaires, après des années de propagande en Occident affirmant qu'il le faisait déjà. Vous savez, Netanyahou affirme depuis les années 1990, depuis 30 ans, que l'Iran est à quelques semaines de posséder l'arme nucléaire. Nous voilà 30 ans plus tard. Cela fait beaucoup de semaines. Et l'Iran n'a jamais obtenu ces armes. Mais maintenant, après que les États-Unis et Israël ont directement bombardé l'Iran et se préparent à une nouvelle guerre, c'est plus probable que jamais. Et je parie que oui, l'Iran aura, dans quelques années, des armes nucléaires à cause de cela. Vous savez, vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle la guerre froide, la guerre pour les colonies, les guerres de libération nationale, les guerres contre l'impérialisme. Et il semble qu'en Asie de l'Ouest, nous assistions non seulement à une guerre d'agression prolongée menée par les États-Unis et Israël, qui s'étend désormais à toute la région, des horreurs de Gaza jusqu'à une opération de changement de régime contre l'Iran, mais aussi à une résistance qui riposte, et qui non seulement ne semble pas vouloir abandonner, mais dont il est très difficile de prévoir jusqu'où cela pourrait exploser dans un avenir très proche, étant donné que beaucoup de gens avaient écarté l'Iran depuis longtemps parce qu'ils n'avaient pas lancé l'opération Vraie Promesse 3. Et pourtant, au moment où il le fallait, ils l'ont fait. Je ne pense pas que quiconque s'attendait à ce que le Yémen poursuive un blocus de la mer Rouge. Et pourtant, nous y sommes. Je ne pense pas que quelqu'un se disait « Mais comment peut-on encore se battre dans les ruines de Gaza ?» Cela semble impensable, compte tenu de l'inhumanité imposée aux Palestiniens là-bas. Et pourtant, ils infligent des coups majeurs qui suscitent de vives inquiétudes, tant pour Israël que pour les États-Unis. Oui, encore une fois, les États-Unis et Israël sont tellement habitués à se battre contre des femmes et des enfants sans défense, ou contre des armées de guérilla de faible niveau qui ne sont pas des acteurs étatiques.
Donc, lorsqu'ils se retrouvent à combattre contre l'Iran ou même le Yémen, qui encore une fois n'est pas seulement, c'est un État. Ce n'est pas un État fort, mais il a une armée, et ils ont la capacité de réellement riposter, contrairement aux femmes et aux enfants de Gaza, qui constituent la majorité des victimes du génocide israélien. Donc c'est sans précédent, c'est historique. L'Iran a mis Israël en difficulté. Trump lui-même l'a admis. Et ce sera un signe pour l'avenir. Lorsque les États-Unis et Israël tenteront à nouveau d'attaquer l'Iran, ce qu'ils feront, ce ne sera pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière. N'oublions pas que lors du premier mandat de Trump, il a assassiné le principal général iranien, Qassem Soleimani, probablement la personne la plus importante du gouvernement iranien après le guide suprême et le président. Je veux dire, c'était l'une des personnes les plus puissantes. Les États-Unis l'ont tué et Trump a également assassiné un commandant militaire irakien, Abu Mahdi al-Muhandis, un autre acte de guerre majeur contre l'Irak. Et les États-Unis sont tellement habitués à ne pas avoir de réponse significative. L'Iran a montré qu'il pouvait répondre et continuera de le faire. Donc c'est un développement très important. Une autre remarque rapide ici, Danny, c'est que, tu sais, on parle de l'Asie de l'Ouest ici. Et les gens demandent pourquoi Trump n'escalade pas davantage. Eh bien, c'est aussi parce que la stratégie américaine, depuis plus de 15 ans, est le soi-disant pivot vers l'Asie. Il se prépare à la guerre. Et tu sais, on parle de l'Asie de l'Ouest, mais bien sûr les gens disent le Moyen-Orient. Mais où pense-t-il que se trouve le Moyen-Orient? Sur quel continent ça se trouve-t-il? C'est en Asie. C'est l'Asie de l'Ouest. Quand ils parlent de pivot vers l'Asie, ils veulent dire pivot vers la guerre contre la Chine en Asie de l'Est. Et cela a commencé, bien sûr, sous Obama, lors de son premier mandat, quand Hillary Clinton était sa secrétaire d'État. L'idée était que les États-Unis déplaceraient leurs forces militaires hors d'Asie de l'Ouest pour se concentrer sur la guerre en Asie de l'Est contre la Chine. Cela a continué sous Trump lors de son premier mandat. Cela s'est poursuivi sous Biden, qui a déployé des systèmes de missiles offensifs dans le nord des Philippines. Les États-Unis utilisent désormais plusieurs bases militaires aux Philippines. Et le système de missiles Typhoon que les États-Unis ont déployé aux Philippines, d'abord sous Biden, mais et maintenant poursuivi sous Trump lors de son second mandat, ces systèmes de missiles peuvent atteindre la plupart des grandes villes chinoises. Ils ont une portée de 2000 km. C'est une escalade majeure, une provocation majeure contre la Chine. Et maintenant, nous voyons que le secrétaire à la Défense sous Trump, Pete Hegseth, cet extrémiste chrétien d'extrême droite qui se qualifie lui-même de croisé, qui a des tatouages de croisé avec 12 volts, et qui a écrit un livre intitulé American Crusade, dans lequel il a fièrement déclaré que les États-Unis renverseraient le gouvernement chinois. Il a publié ce livre en 2020, son livre sur les croisades. Il a prononcé un discours extrêmement belliciste au Shangri-La Dialogue à Singapour, dans lequel il a déclaré, je cite, « Nous nous préparons à la guerre ». Fin de citation. Donc, les États-Unis se préparent à la guerre contre la Chine, potentiellement à propos de Taïwan. Et l'une des raisons pour lesquelles l'administration Trump essaye de se concentrer moins sur l'Asie de l'Ouest, c'est parce que comme Obama, comme Trump lors de son premier mandat, comme Biden, ils veulent se préparer à une guerre contre la Chine. Mais ils veulent aussi maintenir leur contrôle hégémonique sur l'Asie de l'Ouest. Ils utilisent Israël comme leur chien d'attaque, leur porte-avions insubmersible, pour tenter de déstabiliser tous les gouvernements indépendants. Ils ont réussi en Syrie. La Syrie est maintenant dirigée par l'ancien chef d'Al-Qaïda, Ahmad al-Shara, qui était auparavant connu sous le nom d'Abu Muhammad al-Julani. Cet homme était le fondateur et le chef de la plus grande filiale d'Al-Qaïda jamais créée, à savoir le Jabhat al-Nusra en Syrie.
Ils se sont rebaptisés Hayat Tahrir al-Sham, HTS, et puis il s'est lui-même rebrandé. Il porte maintenant un costume occidental, et ce type était un ancien allié de l'État islamique. Il est le soi-disant président non élu de la Syrie. Les États-Unis l'ont reconnu. Trump vient de lever les sanctions contre la Syrie, et il est sur le point de normaliser les relations avec Israël. Il prononce des discours affirmant qu'il soutient Israël et sa guerre contre l'Iran parce qu'ils partagent un ennemi commun. Donc je veux dire, l'Iran est vraiment le dernier. L'Iran et le Yémen sont les derniers États qui ont réussi à résister au colonialisme américano-israélien dans la région, tandis que les États-Unis se préparent à la guerre contre la Chine. Donc je veux dire, ce qui se passe, malheureusement, comme je n'arrête pas de le souligner, ce n'est pas la fin. Ceci n'est que le début. Peut-être est-ce la fin du commencement, mais la situation va encore s'aggraver. Il y aura davantage de guerres contre l'Iran. Et tout cela fait partie d'une tentative de préparer une guerre contre la Chine, d'isoler la Chine. Nous voyons déjà que les États-Unis sont en guerre contre la Russie via l'Ukraine, ce qui est une guerre de l'OTAN dirigée par les États-Unis, utilisant l'Ukraine comme un bélier en se battant jusqu'au dernier Ukrainien. Et si vous ne me croyez pas, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Mike Flynn, qui était un général américain de haut rang supervisant les opérations spéciales en Irak et en Afghanistan, Michael Flynn a accordé une interview à Stephen Bannon, qui était le directeur de campagne de Trump lors de sa première campagne et son principal stratège lors de son premier mandat. Et dans cette interview avec Steve Bannon, Mike Flynn a été interrogé sur les raisons de la guerre contre l'Iran. Il a répondu « Chine, Chine, Chine ». Il a expliqué que si les États-Unis parviennent à renverser le gouvernement iranien et à installer un régime pro-occidental, un régime fantoche en Iran, comme le Shah, qui avait été installé par les États-Unis après un coup d'État orchestré par la CIA en 1953, renversant le premier ministre démocratiquement élu d'Iran, Mohammad Mossadegh, et installant le dictateur, le Shah. Eh bien, les États-Unis veulent refaire la même chose. Et comme l'a dit Mike Flynn, s'ils y parviennent, ils pourront isoler la Chine, éliminer un pays ami et partenaire de la Chine, et tenter d'isoler la Chine pour se préparer à cette guerre que Pete Hegseth affirme très clairement qu'ils sont en train de préparer.